Ce que les hommes mûrs désirent, vraiment, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu dans aucune émission de télévision, dans aucun magazine féminin, dans aucune conversation entre amis autour d'une bouteille de vin un vendredi soir. Et je vais vous le dire maintenant, dès le début, parce que je n'ai pas l'habitude de faire durer le suspense inutilement. Je suis Christophe, thérapeute, pas magicien. Ce que j'ai à partager vient de 25 ans passés à écouter des gens me parler de leurs amours, de leurs désillusions, de leurs espoirs, qui ressemblent parfois à des brasiers et parfois à des bougies qui vacillent dans le vent. Et après tout ce temps, après tous ces récits, une vérité s'est imposée à moi avec une clarté que rien n'a réussi à ébranler. Ce que les hommes de 60 et 70 ans désirent vraiment chez une femme, ce n'est pas ce que vous croyez. Si vous restez jusqu'à la fin de cette conversation, je ne vous promets pas. Je vous garantis que vous verrez vos relations sous un angle totalement nouveau. Pas parce que je suis particulièrement brillant, mais parce que la vérité, quand on la regarde en face, a cette propriété étrange de nous libérer. Voilà le paradoxe de la vie amoureuse à partir d'un certain âge. On a accumulé des expériences, des cicatrices, une sagesse souvent chèrement payée, et pourtant, on continue à chercher l'amour avec les cartes d'une époque révolue. On joue avec les règles de la trentaine quand on a 60 ans. On se demande s'il faut se montrer disponible ou mystérieuse, s'il faut cacher ses rides, son histoire, ses enfants adultes, les genoux qui craquent dans les escaliers. Et pendant qu'on se pose toutes ces questions épuisantes, on passe complètement à côté de ce qui est en train de se passer réellement. La recherche en psychologie du vieillissement, et notamment les travaux de Laura Carstensen de Stanford sur la sélectivité socio-émotionnelle confirment quelque chose que mes patients m'ont dit de 1000 manières, différentes au fil des années. Plus on avance en âge, plus on oriente son énergie vers des relations de qualité plutôt que de quantité. Le réseau social rétrécit, mais la profondeur des connexions souhaitées s'intensifie. À 70 ans, on préfère une seule relation vraie à 10 relations de surface. On n'a ni le temps, ni l'énergie de faire autrement. Et souvent, on n'en a plus envie. L'histoire de Martine. Permettez-moi de commencer par une histoire vraie, avec les noms changés, parce que la déontologie existe même quand on fait des vidéos YouTube. Appelons-la Martine. 62 ans, professeure de français à la retraite, divorcée depuis 8 ans, d'un homme qu'elle décrivait comme fonctionnellement présent et émotionnellement absent, ce qui, soit dit en passant, est une formulation qui mériterait d'être gravée quelque part dans les annales de la thérapie conjugale. Martine est venue me consulter non pas parce qu'elle souffrait d'une dépression, mais parce qu'elle venait de rencontrer quelqu'un, un homme de 65 ans, ingénieur retraité, et qu'elle était terrifiée. Pas amoureuse, terrifiée. « Je ne sais plus comment faire », m'a-t-elle dit. « J'ai oublié les codes. » J'ai failli lui répondre que les codes étaient exactement ce dont elle n'avait plus besoin. Mais j'ai attendu. En thérapie cognitivo-comportementale, on apprend à ne pas sauter sur les conclusions comme un chat sur une pelote de laine. On écoute d'abord, on observe, et ce que j'observais chez Martine, c'était une femme qui avait passé 8 ans à reconstruire quelque chose d'extraordinaire. Une vie à elle, une identité à elle, une façon d'être dans le monde qui ne dépendait plus de la validation d'un autre, et qui, face à la possibilité d'aimer à nouveau, était prête à tout jeter par la fenêtre pour redevenir cette version anxieuse et incertaine d'elle-même qu'elle avait mis tant d'années à dépasser. Voilà la première chose que je veux que vous compreniez. Ce que les hommes de 60 et 70 ans ne désirent pas, c'est que vous redeveniez quelqu'un que vous n'êtes plus. Et voilà précisément l'erreur que Martine était sur le point de commettre. Elle s'apprêtait à redevenir anxieuse,
incertaine. Stratégique, non pas parce que cet homme le demandait, mais parce que son propre système nerveux, programmé par des décennies de schémas relationnels anciens, lui disait que c'était comme ça qu'il fallait faire pour être aimé. La thérapie a consisté à lui aider à voir que la femme qu'elle était devenue après 8 ans de reconstruction, cette femme posée, enracinée, qui avait une vie à elle, était précisément la femme la plus désirable qu'elle ait jamais été, et qu'elle n'avait pas à la sacrifier pour être aimée, elle avait à la présenter. Et l'authenticité, ce que la façade ne peut pas offrir. Et les hommes de cet âge, et je parle ici de ceux qui ont fait un minimum de travail sur eux-mêmes, ce qui n'est pas universel, j'en conviens, ces hommes ne veulent plus séduire une façade. Ils ont eu la façade. Souvent, pendant des décennies, ils ont vécu avec des femmes qui jouaient un rôle, tout comme eux jouaient un rôle. Et ils savent maintenant, intuitivement, viscéralement, à quel point c'est épuisant, à quel point c'est vide, à quel point l'amour de façade ressemble à ces maisons normandes que j'ai vues en Bretagne, enfants belles à regarder, mais froides à l'intérieur, parce que personne n'y allume vraiment le feu. Ce qu'ils désirent, et je vais vous le dire directement parce que les détours sont une perte de temps pour tout le monde, c'est la présence, pas la perfection. La présence, mais attendez, ne concluez pas trop vite, parce que la présence, dans le vocabulaire de la psychologie clinique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus beau que ce que le mot suggère au premier abord. Ce n'est pas juste être là physiquement. Ce n'est pas juste sourire et poser des questions sur sa journée. La présence authentique, c'est ce que le chercheur John Gottman appelle la connexion émotionnelle, ce moment où deux êtres humains se retrouvent dans la même pièce mentale, sans masque, sans agenda caché, sans la comédie perpétuelle de « je vais d'abord te montrer ma meilleure version ». À 65 ans, un homme qui a vécu a développé, consciemment ou non, un radar pour la fausseté. Les enthousiasmes simulés pour plaire, les émotions performées, les silences calculés, il les détecte. Pas toujours immédiatement, pas toujours avec les mots justes, mais il les ressent. Et ce qu'il ressent alors, c'est une fatigue relationnelle profonde. Pas la fatigue de vous, la fatigue du jeu. J'ai eu un patient, appelons-le Pierre, 69 ans, qui m'a dit une chose que je n'ai pas oubliée. « Christophe, m'a-t-il dit, à mon âge, on n'a plus envie de faire semblant d'avoir envie, ni qu'on fasse semblant de l'avoir pour nous. On veut que ce soit vrai ou on préfère être seul. » Cette phrase contient une vérité thérapeutique que certaines personnes mettent 40 ans à formuler. Ce glissement vers l'authenticité comme valeur prioritaire n'est pas une coïncidence. Il est lié à ce que les psychologues appellent la conscience de la finitude. Quand on sait, de manière viscérale plutôt qu'intellectuelle, que le temps qui reste est limité, on devient naturellement moins tolérant aux compromis qui coûtent quelque chose de fondamental. On cesse d'accepter les substituts. On veut le vrai ou on veut la solitude, qui au moins est honnête. J'ai souvent recours à une image en séance pour expliquer cette fatigue du semblant. Imaginez deux acteurs de théâtre qui jouent une pièce depuis 30 ans. Ils connaissent leurs répliques par cœur. Les gestes sont parfaits. Le public applaudit. Mais dans les coulisses, entre les actes, il y a ce silence particulier de deux personnes qui ne savent plus très bien qui elles sont l'une pour l'autre en dehors du rôle. C'est cette expérience souvent inconsciente, parfois douloureuse, à articuler que beaucoup d'hommes de 60 ans portent avec eux. Et c'est pour cette raison qu'ils ne cherchent plus une partenaire de jeu. Ils cherchent quelqu'un avec qui sortir du théâtre. Et la légèreté, pas la superficialité. Et le deuxième élément de ce que j'appelle la constellation des désirs masculins à cet âge, c'est la légèreté. Et là, attention, je vois déjà les sourcils se froncer. La légèreté n'est pas la superficialité.
Ce n'est pas l'absence de profondeur ou de sérieux, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est la capacité à habiter le moment présent sans le charger de tout le poids de l'histoire passée et de toutes les angoisses de l'avenir. Être avec quelqu'un de léger, au sens noble du terme, c'est avoir l'impression que la vie est encore possible, que la nouveauté est encore possible, que le rire est encore possible même quand on a 70 ans et 2 prothèses de hanches. Portez-vous cette légèreté en vous? Ou êtes-vous, au contraire, devenue experte à transporter votre passé relationnel comme un sac à dos chargé que vous posez sur les épaules de chaque nouvelle rencontre? Ce n'est pas un jugement, c'est une question clinique honnête. Parce que l'une des erreurs les plus fréquentes que j'observe chez les femmes qui cherchent l'amour après 45 ans, c'est de confondre l'expérience avec la sagesse. L'expérience, c'est ce qui vous est arrivé. La sagesse, c'est ce que vous avez appris de ce qui vous est arrivé. Et la vraie sagesse, contrairement à l'expérience brute, n'alourdit pas, elle allège. Vous avez être vécu une relation dans laquelle un homme vous a trompé. C'est douloureux, c'est déstabilisant, et ça laisse des traces, personne ne le nie. Mais 6 ans plus tard, si vous entrez dans une nouvelle relation, en scrutant chaque message de son téléphone, en interrogeant chaque retard, en interprétant chaque moment de silence comme un prélude à une trahison, alors vous n'avez pas intégré votre expérience. Vous l'avez simplement déplacé, comme un meuble qu'on transporte d'une maison à l'autre, sans jamais se demander s'il mérite vraiment d'occuper ce nouvel espace. En thérapie cognitive, on appelle ça un biais de confirmation. Votre cerveau, traumatisé par une trahison passée, va chercher et trouver des preuves qui confirment que la trahison est inévitable. Ce n'est pas de la méfiance rationnelle, c'est du sabotage neurologique involontaire. Et l'homme de 60 ans en face de vous va le sentir. Se sentir constamment suspect, à cet âge, on préfère la paix de l'âme. Ce biais de confirmation a des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne d'une relation. Il fait en sorte que vous cherchez des preuves qui confirment votre peur et votre cerveau, qui est une machine à confirmer ce qu'on lui demande de confirmer, en trouve toujours. Un retard devient une preuve de désintérêt. Un silence devient une preuve de distance. Une soirée avec des amis devient une preuve de fuite. Pendant ce temps, les preuves contraires, les gestes d'affection, les moments de vraie connexion, les choix qui vous ont été faits passent à peine inaperçus. C'est la mécanique du biais de confirmation à l'œuvre. Identifier ce mécanisme ne le supprime pas immédiatement, mais le nommer, c'est déjà commencer à le désamorcer. Labo, la neuroplasticité et les autoroutes du cœur. Labo, la science a quelque chose d'essentiel à dire là-dessus. Quand on parle de neuroplasticité, et je vais utiliser ce mot parce qu'il est important, même si je vais l'expliquer sans jargon, on parle de la capacité du cerveau à se reconfigurer en fonction de nos expériences répétées. Si pendant des années vous avez appris que l'amour nécessite que vous vous effaciez, que vous fassiez petite, que vous mettiez vos besoins au congélateur pour que les siens restent chauds, eh bien votre cerveau a intégré ce schéma comme une vérité, il l'a câblé, il en a fait une autoroute neuronale. Et chaque nouvelle relation emprunte cette autoroute, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas votre faute. C'est de la biologie mal orientée, mais de la biologie quand même. La bonne nouvelle, et il y en a toujours une, même quand la situation semble désespérée, c'est ce que je dis à tous mes patients, la bonne nouvelle, c'est que cette autoroute peut être reconstruite, pas du jour au lendemain, pas avec une application de méditation ou un week-end de développement personnel dans les Alpes, mais progressivement, par des choix conscients et répétés. C'est précisément ce que la thérapie cognitivo-comportementale propose. Identifier les schémas de pensée automatiques qui vous sabotent,
les questionner, en construire de nouveaux. Pas en une séance, en plusieurs semaines, mais ça marche. Les études le montrent et mes patients me le confirment régulièrement avec une sincérité qui parfois me touche profondément. Voici un micro-exercice cognitif que je propose souvent à mes patientes. Prenez une feuille de papier, oui, du papier, pas votre téléphone. Le papier a des vertus que les écrans n'ont pas et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, listez tout ce que vous attendez d'un partenaire. Dans la seconde, listez tout ce que vous offrez, puis comparez. Pas pour vous juger, pour voir si l'équilibre est là. Parce que l'amour sain n'est pas une transaction, mais il n'est pas non plus un don unilatéral. C'est un échange de présence, un échange de vulnérabilité. Si vous trouvez que la colonne de ce que vous attendez est beaucoup plus longue que celle de ce que vous offrez, ne vous en blâmez pas, comprenez-le. Cet écart indique souvent un vide intérieur que vous espérez que la relation va combler, ce que j'appelle l'amour béquille. Et si, au contraire, vous constatez que vous offrez beaucoup plus que vous n'attendez, c'est un autre signal, celui d'une personne qui ne croit pas vraiment mériter ce qu'elle donne. Les deux méritent d'être regardés en face, avec douceur et précision. L'amour, la vulnérabilité, le moteur de la vraie connexion. L'amour, puisque je parle de vulnérabilité, je vais y passer un moment parce que c'est crucial. La recherche de Brené Brown, dont le travail rejoint tout à fait ma propre expérience clinique, a mis en lumière quelque chose de spectaculaire. La vulnérabilité est le moteur de la connexion humaine authentique. Pas la faiblesse, pas l'effondrement. La vulnérabilité choisit délibérément le fait de dire « voilà qui je suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui me fait peur », sans attendre en retour une validation, mais en offrant simplement de la vérité. Les hommes de 60 et 70 ans qui ont travaillé sur eux-mêmes, et j'insiste sur cette nuance parce qu'elle est importante, ces hommes ne veulent pas une femme sans faille. Ils veulent une femme qui n'a pas peur de ses failles. C'est très différent. Une femme parfaite, ça n'existe pas et ils le savent. Mais une femme qui prétend être parfaite ou qui cache si soigneusement ses imperfections qu'on ne peut jamais vraiment la toucher, ça, ils ne le veulent plus. Ils ont déjà donné. Appelons-la Geneviève. 58 ans, avocate brillante, magnifique dans tous les sens du terme, qui me consultait parce qu'elle enchaînait les relations courtes avec des hommes qui finissaient tous par lui dire à peu près la même chose. « Tu es formidable, mais je ne sais pas vraiment qui tu es. » Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-il ne pas la connaître alors qu'elle leur donnait son temps, son intelligence, son humour, son attention? La réponse était simple et un peu douloureuse à entendre. Elle leur donnait tout, sauf elle-même. Elle donnait la performance de Geneviève, pas Geneviève. Ce sur quoi nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois, c'est ce que j'appelle le droit à l'imperfection relationnelle. Le droit de dire « j'ai peur de te perdre » sans stratégie de communication. Le droit de ne pas avoir la répartie parfaite à chaque instant. Le droit d'exister dans une relation sans être continuellement en représentation. Voici quelque chose d'intéressant que la neuroscience a mis en évidence ces dernières années. Quand nous nous montrons vulnérables de manière authentique, nous activons dans le cerveau de l'autre des réponses d'empathie et de connexion qui sont impossibles à déclencher autrement. La façade parfaite, aussi impressionnante soit-elle, ne touche pas, elle admire. Mais elle ne connecte pas. C'est la faille, la vraie, l'avouée, qui crée le lien. Parce qu'elle dit à l'autre « Tu peux te montrer tel que tu es, toi aussi ». C'est un don immense. Il y a aussi quelque chose que j'observe régulièrement et qui me touche profondément. La différence entre l'amour qu'on donne pour être aimé en retour et l'amour qu'on donne parce qu'on a quelque chose à donner.
Le premier est conditionnel sans qu'on le sache. Il attend une récompense. Il surveille, il mesure. Il se blesse quand la récompense n'arrive pas à la hauteur de l'investissement. Le deuxième est différent. Il ne surveille pas, il ne comptabilise pas. Il donne parce que donner fait partie de qui on est, pas parce qu'on espère quelque chose en retour. Et paradoxalement, c'est précisément cet amour qui reçoit le plus, parce qu'il n'étouffe pas l'autre sous le poids de l'attente. Là, le piège du miroir déformant. Là, je veux maintenant aborder quelque chose sur lequel je m'exprime peu, être moins souvent que je ne le devrais, la façon dont les femmes se regardent elles-mêmes. La plupart des femmes d'un certain âge regardent leur propre image à travers le prisme de ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Elles comparent, et bien sûr la comparaison est cruelle, parce qu'elle est injuste. Mais voici la question que je leur pose toujours, celle qui provoque souvent un silence précieux avant une réponse importante. Est-ce que vous vous regardez comme l'homme que vous désirez vous regarderait ? Ou vous regardez-vous comme vous imaginez que la société vous regarde ? Ce sont deux regards radicalement différents. Et le problème, le vrai problème, c'est que beaucoup de femmes ont si profondément intégré le regard de la société que leur propre regard interne lui est devenu identique. Elles s'autocensurent avant même que quiconque les juge. La thérapie cognitive travaille sur ce qu'on appelle les schémas précoces inadaptés. Ces croyances fondamentales sur soi-même qu'on développe souvent dès l'enfance ou l'adolescence et qui filtrent toute notre expérience adulte. Je ne suis pas assez bien. Je dois être parfaite pour être aimée. Si je montre ma vraie nature, on me quittera. Ces schémas ne disparaissent pas spontanément avec l'âge. Ils se camouflent, deviennent plus sophistiqués. Mais ils sont là, agissant en coulisses, sabotant des relations qui auraient pu être belles. Les femmes qui rayonnent à 50, 60 ans, et il y en a, Dieu merci, il y en a de nombreuses rayonnent parce qu'elles ont décidé quelque chose. Elles ont décidé qu'elles avaient le droit d'exister pleinement dans leur corps actuel, dans leur vie actuelle, dans leur histoire actuelle. Elles ne sont pas en guerre contre le temps. Elles habitent le temps. Ce n'est pas un détail anodin. C'est une posture existentielle, fondamentale. Et elle se voit, elle se ressent, elle attire. La bonne nouvelle, je reviens à elle encore une fois, parce que dans ce métier, l'espoir n'est pas une option. C'est une nécessité, la bonne nouvelle. C'est qu'on peut identifier ces schémas précoces inadaptés, les nommer et les modifier. Pas les effacer, je ne vends pas de l'illusionnisme thérapeutique, mais les assouplir suffisamment pour qu'ils ne dirigent plus votre vie à votre insu. C'est exactement ce que le travail thérapeutique propose. Non pas une transformation radicale du soir au lendemain, mais une modification progressive, réelle et durable de la façon dont vous vous percevez et dont vous vous présentez au monde. Esopus, ce que la théorie de l'attachement nous dit, Esopus, je veux vous parler d'un concept central dans ma pratique, la théorie de l'attachement. Je vais le faire sans vous assommer avec tout l'appareil théorique de Bowlby et Ainsworth, parce que ce n'est pas l'objet de cette conversation. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Les styles d'attachement, la façon dont nous nous lions aux autres, se forment dans l'enfance. Mais ils ne sont pas figés pour toujours. Et à cet âge, après tout ce que vous avez vécu, vous avez une opportunité unique de conscientiser votre style d'attachement et de le faire évoluer vers ce qu'on appelle un attachement sécure. L'attachement sécure, c'est exactement ce que ça dit. Une façon de s'attacher à l'autre qui ne repose pas sur la peur de l'abandon. Une façon d'aimer qui n'a pas besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Une façon d'être en relation qui permet à chacun de garder son espace propre, ses propres racines, tout en construisant un espace commun. Et voici quelque chose de fascinant que la recherche montre. Les personnes qui développent un attachement sécure
attirent statistiquement des partenaires plus sains. Comme si la sécurité intérieure émettait une fréquence que certaines personnes reçoivent et vers laquelle elles sont attirées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Les personnes équilibrées cherchent d'autres personnes équilibrées. Voilà pourquoi la question la plus importante à se poser avant de chercher un partenaire n'est pas comment est-ce que je le trouve, mais qui est-ce que je suis en ce moment. C'est une question plus difficile. Elle demande de l'honnêteté, parfois du courage, parfois un peu d'aide professionnelle. Mais c'est la seule question qui oriente vraiment le reste. Ce n'est pas de la loi de l'attraction New Age. C'est de la psychologie empirique appliquée à quelque chose de très concret. Le fait que nos comportements, nos façons de parler, notre posture, notre façon d'écouter, d'occuper l'espace, de réagir au conflit, tout cela est déterminé par notre état intérieur. Et cet état intérieur est perçu, souvent de façon subliminale, par les personnes que nous rencontrons. On attire ce qu'on est, pas ce qu'on dit vouloir. C'est une réalité parfois inconfortable à entendre. Mais c'est aussi une réalité profondément encourageante, parce qu'elle signifie que ce que vous attirerez demain dépend de qui vous choisissez de devenir aujourd'hui. Esopus, l'histoire d'Alain et ce qu'elle révèle. Esopus, laissez-moi vous parler d'un autre patient. Appelons-le Alain, 64 ans, divorcé 2 fois, venu consulter pour ce qu'il appelait lui-même une incompréhension fondamentale avec le genre féminin. Il était convaincu que les femmes voulaient des hommes forts, décidés, imperméables aux émotions. Il avait passé sa vie à jouer ce rôle et s'étonnait maintenant de se retrouver seul et au fond, plutôt vide. Ce qui a été révélateur pour lui, et ce que j'aimerais partager avec vous parce que ça éclaire le sujet des deux côtés, c'est le moment où il a compris que ce qu'il cherchait chez une femme était exactement ce qu'il refusait d'être lui-même. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui pouvait dire « j'ai peur » ou « j'ai besoin de toi » sans que le monde s'effondre, quelqu'un qui pouvait exister dans sa vulnérabilité, sans honte. Il cherchait chez une femme ce qu'il n'avait pas encore développé en lui. Et bien sûr, dès qu'il trouvait une femme capable de cette vulnérabilité, il était à la fois attiré et terrifié. Sa propre rigidité intérieure ne pouvait pas accueillir cette douceur étrangère. Je vous raconte cette histoire non pas pour excuser les hommes qui fuient la profondeur. Si quelqu'un fuit votre profondeur, il ne mérite pas d'y plonger. Mais pour vous montrer que la question de ce que les hommes désirent chez une femme est intimement liée à la question de ce qu'ils ont développé ou non en eux-mêmes. Et que vous, de votre côté, vous ne pouvez pas et ne devez pas vous adapter à leurs limites non résolues. Vous pouvez seulement être vous-même et laisser vos choix faire le tri. Esopus, la politique du terrain propre. Esopus, c'est ce que j'appelle, avec une métaphore que j'utilise souvent en séance, la politique du terrain propre. Vous ne pouvez pas contrôler qui vient sonner à votre porte, mais vous pouvez contrôler l'état de votre propre terrain. Si votre terrain intérieur est clair, équilibré, bien entretenu, les personnes qui correspondent à cela auront envie d'y rester. Les autres repartiront d'elles-mêmes. Et vous n'aurez pas à vous demander pourquoi. Voilà l'un des grands paradoxes de l'amour sain. Plus vous travaillez sur vous-même, non pas pour plaire à quelqu'un en particulier, mais pour devenir la version de vous-même que vous respectez le plus vous attirez des personnes qui méritent votre attention. Ce n'est pas de la loi de l'attraction New Age, c'est de la psychologie empirique. Les états intérieurs modifient les comportements modifient les interactions modifient les résultats. Permettez-moi d'aller un peu plus loin sur la question de l'attractivité, parce que je suis sûr que la question vous a traversé l'esprit. Mais Christophe, et le physique? Est-ce que les hommes de cet âge n'ont vraiment plus d'intérêt pour l'apparence? Soyons honnêtes,
parce que l'honnêteté est ma façon préférée d'être respectueux. L'attraction physique existe encore à 60, 70 ans. Elle ne disparaît pas avec les cheveux blancs, mais la façon dont elle fonctionne change de manière radicale. À 20 ans, l'attirance est souvent essentiellement physique, instantanée, déclenchée par des signaux biologiques basiques. À 70 ans, ce mécanisme ne disparaît pas entièrement, mais il est largement dépassé par d'autres facteurs. L'énergie vitale que projette une personne, son rapport à la vie, sa façon de rire, la façon dont elle écoute, la façon dont elle occupe l'espace non pas avec son corps, mais avec sa présence. Un collègue dermatologue me disait il y a quelques années « Christophe, tu sais ce qui rend une femme de 60 ans désirable ? Ce n'est pas la crème anti-rides, c'est qu'elle a quelque chose à dire sur la vie. » Il avait raison. Hey, de l'amour béquille à l'amour tremplin. Hey, revenons à Martine, ma patiente professeure de français. Lors de notre 3e séance, elle m'a dit quelque chose qui résume mieux que n'importe quelle théorie ce dont on est en train de parler. J'ai réalisé, m'a-t-elle dit, que pendant toute ma vie adulte, j'ai aimé les gens en me demandant si j'étais à la hauteur de leur amour, et ça m'a épuisé. Maintenant, je veux essayer quelque chose de différent. Aimer en me demandant si leur présence est à la hauteur de ma vie. J'ai noté cette phrase mot pour mot, non par habitude professionnelle, mais parce qu'elle m'a touché profondément. Elle contient en 2 phrases tout ce que j'essaye de transmettre depuis des années. L'amour sain ne commence pas par « suis-je assez bien ?» Il commence par « est-ce que cette relation m'aide à être qui je veux être ?» Ce changement de perspective de l'auto, évaluation anxieuse à l'évaluation lucide de la relation, est l'un des grands pivots que j'observe chez les femmes qui construisent des relations épanouissantes après la cinquantaine. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale. La différence est capitale et les hommes le sentent. Un homme de 65 ans qui est lui-même dans un processus de clarification de ce qui compte vraiment pour lui, et beaucoup d'entre eux le sont, même s'il ne l'exprime pas avec ces mots-là, cet homme est attiré, magnétiquement attiré, par une femme qui a elle aussi fait cette clarification, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a plus besoin de l'amour pour exister, mais qui choisit l'amour parce que ça enrichit une existence déjà bien remplie. C'est ce que j'appelle dans mes conférences passer de l'amour béquille à l'amour tremplin. La béquille comble un manque. Le tremplin amplifie quelque chose qui existe déjà. Et devinez lequel des deux est durable à 60 ou 70 ans quand les 2 partenaires ont envie de construire. Voici la question directe que je vous pose et j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez avant de passer à autre chose. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour ne pas avoir besoin d'être aimé? Ce n'est pas une question rhétorique, ce n'est pas un paradoxe zen, c'est une question clinique sérieuse. Parce que quand l'amour de soi est fragile, quand il dépend des validations externes des compliments de l'autre, de sa disponibilité, de son approbation, alors on entre dans chaque relation avec une forme de famine émotionnelle. Et la famine émotionnelle, aussi compréhensible qu'elle soit, pousse à accepter des miettes quand on mérite un repas complet. Hey, la tyrannie de la disponibilité. Hey, je veux maintenant aborder un concept que j'appelle de façon un peu provocatrice, et j'en suis conscient, la tyrannie de la disponibilité. Vous connaissez probablement quelqu'un être même vous-même, qui, dans les relations amoureuses, devient hyper disponible, répond à tous les messages instantanément, annule ses propres plans pour correspondre à ceux de l'autre, adapte ses opinions, ses goûts, ses disponibilités
pour ne jamais contrarier, ne jamais décevoir, ne jamais risquer le déplaisir de l'autre. Cette disponibilité totale ressemble à de l'amour, elle ressemble à du dévouement. Mais ce qu'elle est en réalité, c'est souvent de la peur. La peur que si on se montre indépendante, si on a sa propre vie, si on dit « non, ce soir je ne peux pas », l'autre partira. Cette peur est un résidu d'attachement anxieux et elle produit exactement ce qu'elle cherche à éviter. Elle étouffe l'autre, elle crée une dynamique de dépendance qui finit par devenir insupportable pour les deux parties. Un homme de 65 ans qui a ses habitudes, ses amis, ses passions, son rythme, ne cherche pas une femme qui va tout mettre de côté pour lui. Il cherche une femme qui a, elle aussi, sa propre vie, qui peut faire de la place pour lui sans sacrifier ce qu'elle est, qui peut l'accueillir dans son monde sans se dissoudre dans le sien. La complétude appelle la complétude. L'incomplétude appelle souvent le déséquilibre. Voici l'exercice que je prescris régulièrement. Chaque semaine, planifiez au moins une activité qui vous appartient entièrement et qui ne peut pas être annulée pour l'autre sauf urgence réelle, pas urgence inventée par l'anxiété de plaire. Un cours de yoga, un dîner avec une amie, une sortie au musée seul avec vos pensées. Et tenez-vous à ce plan. Non pas pour jouer à être indépendante, les jeux relationnels sont épuisants et transparents, mais pour rappeler à votre propre système nerveux que vous existez en dehors de cette relation, que vous existiez avant, que vous existerez après, et que cette existence vaut quelque chose. Les femmes qui maintiennent leur vie propre, tout en étant en relation, non seulement sont plus épanouies, c'est assez évident, mais elles sont aussi plus désirées. Pas parce que leur indépendance rend l'autre jaloux ou anxieux. Ce serait de la manipulation. Et la manipulation n'est pas au programme dans mon cabinet, mais parce que leur complétude les rend réels. Et les gens réels, à 65 ans, on les chérit. On ne les possède pas, on les chérit. C'est une distinction qui mérite d'être entendue et méditée. Lama, la sexualité après 60 ans. Lama, je veux aborder maintenant quelque chose sur lequel le sujet mérite d'être traité avec la même honnêteté que le reste. La sexualité après 60 ans, les hommes de 60 et 70 ans ont une sexualité différente de celle de leurs 30 ans, moins urgente, moins axée sur la performance, souvent beaucoup plus orientée vers la tendresse, la lenteur, la présence corporelle, mais une sexualité bien vivante. Et ce qu'ils désirent dans ce domaine-là rejoint encore une fois tout ce dont on a parlé. Pas la performance, pas l'artifice, mais la présence. La liberté d'être là, dans le corps qu'on a, avec l'histoire qu'on a, ce que beaucoup de femmes de votre génération ont appris souvent de manière implicite, souvent en absorbant les messages de la culture ou de partenaires maladroits, c'est que leur corps sexuel avait une date de péremption, que passé un certain âge, elles devaient soit se résigner, soit simuler. C'est l'une des croyances les plus destructrices que je rencontre, et aussi l'une de celles qui se déconstruisent le plus facilement quand on lui applique un peu de pensée rationnelle. Votre corps n'est pas en train de mourir, il est en train de changer. Et ce changement peut être habité avec curiosité plutôt qu'avec honte. Les femmes qui ont fait ce travail-là, qui ont réappris à habiter leur corps, sans le comparer à ce qu'il était, rapportent souvent une vie intime beaucoup plus riche et satisfaisante à 60 ans qu'elle ne l'était à 40. Pas parce que la mécanique est meilleure, parce que la présence est plus complète. Une femme qui est dans son corps, qui n'est pas en train de se regarder de l'extérieur, de compter ses défauts mentalement, de gérer son anxiété esthétique pendant l'intimité, cette femme est infiniment plus attractive qu'une femme techniquement parfaite, mais mentalement absente.
toujours, sans exception, dans mon expérience clinique. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur ce que j'observe cliniquement chez les femmes qui ont fait ce travail de réhabilitation de leur corps. Elles ne décrivent pas une révolution, elles décrivent une réconciliation, comme si une partie d'elles-mêmes qu'elles avaient mise en veilleuse parfois depuis des décennies avait enfin le droit d'exister. Et cette réconciliation intérieure produit quelque chose de visible, de palpable, que les mots ont du mal à capturer, mais que les gens qui vous rencontrent ressentent immédiatement. Une espèce de plénitude calme, une présence à soi-même qui rend possible la présence à l'autre. Lama, la question des grandes questions. Lama, je veux maintenant vous parler d'un dernier aspect, et il est peut être le plus profond de tous. Il concerne le sens, à partir d'un certain âge, et la recherche gérontologique le confirme de façon répétée, les grandes questions existentielles reviennent au premier plan. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ma vie? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui me survivra? Ces questions, loin d'être déprimantes, sont en réalité libératrices quand on ose les affronter, et elles changent complètement ce qu'on cherche dans une relation. Un homme de 70 ans qui a affronté ces questions, qui s'est assis avec elles, qui a traversé parfois une nuit sombre de l'âme, en est ressorti avec quelque chose de plus clair. Cet homme cherche une compagne de route, quelqu'un avec qui continuer le voyage, quelqu'un qui a elle aussi ses propres réponses à ses propres questions, qui a sa propre carte du monde, qui n'a pas peur de parler de ce qui compte vraiment de la mort peut être des regrets, des rêves qui n'ont pas été réalisés, des rêves qui restent encore possibles. Cette conversation-là profonde, honnête, traversée de vulnérabilité et de courage, et peut être la plus belle chose que deux êtres humains puissent partager à cet âge. Et les couples qui la partagent, qui peuvent être ensemble et parler de ce qui compte vraiment, sans censure, sans stratégie, sans peur du jugement, ces couples-là ont quelque chose que la plupart des gens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. La vraie intimité. Pas l'intimité physique, même si elle compte. L'intimité des âmes. Pour construire cette intimité avec l'autre, il faut d'abord l'avoir avec soi-même. C'est un passage obligé. On ne peut pas offrir à l'autre ce qu'on ne s'est pas d'abord offert à soi-même. S'offrir cette intimité intérieure, se connaître vraiment, s'accepter vraiment avec l'histoire qu'on a, les cicatrices qu'on a, les forces qu'on a souvent sous-estimées, c'est le travail de toute une vie. Mais c'est le plus beau travail qui soit. Pensez à la version de vous-même dans laquelle vous vous sentez la plus entière, la plus authentique, la plus présente. Peut être que c'est quand vous êtes dans la nature. Peut être quand vous cuisinez pour des gens que vous aimez. Peut être quand vous lisez, quand vous dansez, quand vous avez une conversation qui dure jusqu'à minuit avec une amie qui vous connaît depuis 30 ans. Cette version de vous, cette femme-là, c'est celle que vous devriez apporter dans chaque nouvelle relation. Pas la version qui fait des efforts pour être acceptable, celle qui n'a pas besoin d'efforts pour être pleinement elle-même. C'est ça que les hommes de 60 et 70 ans qui valent la peine cherchent, pas la perfection, la plénitude.